Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ces conférences du jeudi. Aujourd'hui, nous débutons un nouveau cycle sur le cerveau et la santé, mais d'un sexe à l'autre. Alors, vous savez que régulièrement, chaque année, nous nous retrouvons pour ce type de cycle autour de la semaine du cerveau et en partenariat avec l'INSERM, avec le réseau Neurex. Et puis, cette année, on a un autre partenaire qui est Neurostra. Donc, on va commencer par une conférence qui va faire un peu le point. C'est une sorte d'introduction à des choses qui seront un petit peu plus poussées, vous le verrez, sur les autres conférences du cycle. Car vous savez qu'on a en France ce qu'on appelle la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé a des missions que vous connaissez certainement, d'étudier les bénéfices, risques des traitements, des actes, de voir comment est-ce qu'on peut assurer de la prévention médicale. Bref, on s'occupe beaucoup de votre santé. Et il apparaît qu'à travers ces missions, on va remarquer parfois un déséquilibre assez sérieux entre hommes et femmes et en question de genre. Est-ce que finalement ces missions-là sont totalement inclusives? On en doute un petit peu. Et pour discuter de tout cela, eh bien, on a invité Anne-Sophie Grenouillot, qui à la base est docteur en pharmacie, qui est conseillère technique au sein justement de cette haute autorité de santé et qui surtout est responsable d'un rapport dont le titre est un peu marqué juste en dessous, vous voyez, le rapport sexe, genre et santé. Et donc à travers ce filigrane, ce titre, elle va nous expliquer où on en est, ce que l'on trouve à travers de ce rapport, comment est-ce que la recherche biomédicale est axée avec tout cela, comment est-ce que ça se passe, est-ce que finalement le constat est celui qu'on essaye de se faire en introduction. Bref, elle va nous raconter tout cela. C'est plus une approche moins scientifique, hein. On ne va pas parler dans le détail de biomédecine à fond, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions ou réflexions à la fin de cette présentation. C'est à vous, Anne Grenouillot. Merci beaucoup. Donc d'abord, merci au Jardin des Sciences de me faire l'honneur de cette invitation et puis l'honneur d'introduire ce cycle cerveau et santé d'un sexe à l'autre avec, comme vous disiez, une conférence qui va être un peu générale par rapport à celles que vous aurez ensuite qui, elles, vont vraiment aller beaucoup plus profondément sur des sujets d'intérêt. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai piloté ce rapport de la Haute Autorité de Santé qui s'appelait Sexe, genre et santé, qui a été publié en décembre 2020. Et donc je vais rapidement rappeler, même si vous l'avez fait, ce que c'est que la Haute Autorité de Santé, puisque c'est que ce rapport, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité scientifique et indépendante qui a été fondée en 2004. Et ça, c'est essentiel par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, puisque le propos que je vais tenir au nom de la Haute Autorité de Santé, c'est un propos scientifique, neutre et non militant. Et ça me paraissait important à rappeler par rapport au sujet de la recherche biomédicale. On a des missions qui sont définies par la loi et qui sont principalement d'évaluer le rapport bénéfice-risque des médicaments, des dispositifs médicaux, des actes chirurgicaux, des actes diagnostiques, et aussi d'essayer de recommander les stratégies les plus efficaces, les plus sécures, les plus efficientes aussi parfois, parce qu'évidemment on se préoccupe aussi un petit peu de la pérennité de notre système de santé. Et puis on mesure la qualité et la sécurité, par exemple, dans les hôpitaux, et on certifie les hôpitaux de France, hôpitaux publics et hôpitaux privés. Finalement, tout ça converge vers une mission principale qui est d'essayer d'améliorer la qualité dans le domaine de la santé. Et dans l'idée de santé, la Haute Autorité a un champ extrêmement vaste, puisqu'on s'intéresse au champ sanitaire, au champ médico-social et au champ social. Donc, un panel très large,
qui correspond peu ou prou à la définition de l'OMS de la santé, d'un état complet de bien-être physique et moral. Une grande partie de nos missions, ça va être d'essayer d'aider le décideur public, et notamment quand on va évaluer le rapport bénéfice-risque, on ne l'évalue pas, nous, pour l'accès au marché, ça a déjà été fait en amont, on l'évalue pour savoir si la sécurité sociale va ou non rembourser les traitements, et on va donc regarder comparativement à d'autres alternatives qui sont déjà disponibles. Et donc forcément, notre nourriture, ce sont les études, les publications issues de la recherche biomédicale. Et c'est à ce titre qu'on s'y est intéressé dans notre rapport et que je vais en parler aujourd'hui, puisque finalement, ces publications, la recherche, c'est le nerf de la guerre, c'est l'essentiel de ce qui va permettre de fonder des avis, des recommandations, des stratégies thérapeutiques. Et dans ces aides à la décision, aux décideurs publics, au gouvernement, au Parlement et plus largement au ministère de la Santé, on a une mission qui est de produire un rapport d'analyse prospective. Et cette mission est relativement récente puisqu'elle date de 2017, alors que la Haute Autorité, elle, a été fondée en 2004. Donc vous voyez, le gouvernement a quand même attendu avant de nous demander de nous prononcer sur des sujets plus vastes. Et donc chaque année depuis 2018, on a publié une analyse du système de santé avec un prisme thématique qu'en général qu'on a choisi. Donc une première année, on a regardé comment aider à la décision de choisir une thérapeutique. Une autre année, on a parlé du numérique en santé et de tout ce que ça pouvait offrir. Et puis en 2020, on a essayé d'analyser le système en prenant le prisme du sexe et du genre et de voir comment on pouvait améliorer, en utilisant ces déterminants de la santé de l'ensemble de la population. Alors, je crois que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Avant d'aller un peu plus loin, je pense que c'est peut-être pas inutile de revoir un peu ensemble les définitions des termes sexe et genre, en tout cas celles que j'utiliserai, parce que d'emblée, quand on a fait ce rapport, ça a été un sujet de discussion. Quelle définition du sexe on allait prendre, quelle définition du genre on allait prendre, et ça a fait l'objet déjà d'une réflexion en interne, et je dois dire qu'on a nous-mêmes dû combattre nos propres idées reçues sur le sujet. D'abord parce qu'on était parti pour faire un rapport sur la santé des femmes, que rapidement on s'est dit oh bah oui, mais la santé des hommes, c'est pas la panacée. Dans la zone Europe, l'espérance de vie des hommes est nettement inférieure à celle des femmes. C'est un sujet qui devrait ouvrir des recherches et qui devrait aussi ouvrir des actions publiques. Et puis, chemin faisant, tout ça assez rapidement, on s'est dit aussi que le sexe et le genre n'étaient pas forcément complètement explorés quand on ne regardait que les femmes et les hommes, que le masculin et le féminin, et qu'il fallait avoir sans doute une vision plus large de ça pour essayer d'améliorer la santé de tout le monde dans ce rapport et dans les propositions qu'on allait faire. Alors, le terme sexe tel que je l'emploierais, je parle de sexe quand je parle de sexe biologique. Et quand on parle de recherche biomédicale, ça sera le principal sujet. Seulement, même le sexe, qu'est-ce que c'est ? C'est le sexe anatomique, c'est le sexe chromosomique, c'est le sexe physiologique avec les taux d'hormones. Par exemple, dans le domaine du sport, ce sont les taux d'hormones qui sont les plus importants pour savoir si une personne va être dans la catégorie femme ou homme de la compétition. Donc, il y avait déjà, en utilisant le terme de sexe, des questionnements. Nous, on l'utilisera pour regrouper l'ensemble de ces notions, de tout ce qui est biologique et qui différencie les hommes et les femmes et qui permet la reproduction sexuée. Mais pour autant, cette notion de sexe, elle ne se résume pas à la binarité. Et les personnes intersexes, qui sont donc concernées par une variation du développement sexuel, et il y a plus de 40 variations du développement sexuel, donc on dit les personnes intersexes, mais c'est un ensemble très hétérogène de personnes, mettent un peu en cause cette binarité homme-femme du sexe biologique,
puisque ces personnes existent et on ne pouvait pas, en parlant de santé publique, ne pas les considérer. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais quand même, 1,7% des naissances sont des personnes intersexes pour l'intersexuation lorsqu'elle est déterminée. Il y a plein de personnes intersexes qui s'ignorent. Et 1,7%, c'est à peu près le même nombre c'est la même proportion que les personnes rousses. Donc vous voyez, sur 100 personnes que vous connaissez, en fait, il y en a pas mal. Ensuite, le terme genre, pour nous, c'est à la fois le genre avec lequel la personne va se percevoir, va être perçue en société, et la façon dont elle-même va percevoir son identité sexuée, son identité de genre. Et à nouveau, notre système est essentiellement basé sur une bicatégorisation masculin, féminin, et en général, les gens ont un sexe et un genre qui sont parfaitement congruents, mais il y a des incongruences qui existent, et on va parler de dysphorie de genre lorsqu'elles deviennent difficiles à vivre au point qu'on en soit malade. Et à ce moment-là, c'est le cas des personnes trans qui finalement vont avoir un genre qui ne va pas être aligné avec le sexe biologique qu'ils ont eu à la naissance. Cette bicatégorisation femme-homme, qui est notre modèle de société, ce n'est pas un modèle qui existe partout, et c'est surtout un modèle qui évolue dans le temps et qui est assorti nécessairement de normes liées au genre et de ce qu'on attend d'une femme ou de ce qu'on attend d'un homme dans son comportement, dans ses attitudes, dans son rôle social. Et évidemment, il y a là-dessus pas mal de stéréotypes et d'idées reçues qui vont se greffer, et on va voir que dans la recherche biomédicale, on va retrouver un peu de ces stéréotypes de genre, de ces normes sociales qui sont bien ancrées. Alors, j'ai mis cette diapositive parce que je ne veux pas qu'on passe à côté, même si je passerai à côté, du sujet des personnes intersexes ou des personnes trans dans la recherche biomédicale, mais c'est un sujet en soi. Comment on inclut ces personnes, comment on est inclusif ou pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas, comment mieux faire. On pourra aborder le sujet si vous avez des questions là-dessus, mais ça aurait mérité d'en parler pendant une demi-heure ou une heure. Et donc là, ça m'a paru pas une bonne idée de survoler le sujet, mais si vous avez des questions, ce sera bien volontiers. En tout cas, le rapport, si vous voulez aller y regarder, s'y est largement penché. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans ce rapport? Donc, je le disais, on a pris l'entièreté de la population du point de vue du sexe ou du genre. Donc, tous les groupes caractérisés par un sexe ou un genre sont inclus dans ce travail, avec le champ de la HAS qui est sanitaire, social et médico-social. Et évidemment, dans ce rapport, c'est sexe et genre. Contrairement à ce que peut-être certains auraient pu penser que seul le sexe en médecine avait de l'importance, ou est-ce que d'autres peut-être focalisent peut-être excessivement sur les études sociologiques de genre. L'objectif, c'était de faire des propositions qui servent à tous, et on a fait des propositions aux décideurs publics et puis aussi aux opérateurs de l'action publique. Par exemple, la Haute Autorité de Santé, c'est un opérateur de l'action publique, donc on a fait des propositions au milieu de la recherche, aux gens qui font des recommandations, etc. Et puis on a pris pour nous-mêmes quelques engagements pour essayer, nous aussi, de mieux faire, et on a de la marge. Alors, c'est un peu ça, en fait, je le souligne, qui fait l'originalité de ce travail de la HAS. Parce que dans tout ce qu'on a lu, et on a lu plus de 400 références, il y avait des rapports qui traitaient des femmes, ou qui traitaient des personnes intersexes, ou qui traitaient du sexe et du genre dans la recherche. Et donc ce rapport, il peut vous paraître peut-être un peu superficiel si vous y regardez, parce qu'il va aborder beaucoup de sujets.
et en même temps, on n'avait pas trouvé d'équivalent qui regarde comme ça et qui mettent en perspective l'ensemble des questions. En revanche, ce rapport ne s'intéresse pas, par exemple, en parlant de la santé des femmes, aux sujets propres aux femmes. Il ne s'intéresse pas non plus au sujet des personnes intersexes, à la question de l'assignation du sexe à la naissance en tant que sujet de santé particulier propre à cette population, même si ça va évidemment emporter des conséquences sur leur santé globale. Ce rapport, il regarde essentiellement ce qui nous est commun plutôt que ce qui nous est propre, tout en essayant de voir s'il y a des particularités qui nécessitent d'être prises en compte. Alors, ce rapport, il est construit en 3 parties. La première, c'est d'essayer d'interpeller les personnes qui le lisent en disant pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au sexe et au genre en santé. La deuxième partie, elle s'intéresse à la politique publique, comment on peut donner une impulsion, comment on peut, par la voie essentiellement législative, mieux tenir compte du sexe et du genre s'agissant de la santé. Et aussi, troisième partie, de regarder comment les instruments de la politique publique, de l'action publique, peuvent être plus inclusifs, non pas nécessairement inclure les minorités, mais aussi comment ils peuvent être mieux sexo-différenciés, ou en tout cas mieux tenir compte du sexe et du genre lorsque c'est nécessaire. Et s'y intéresser toujours, différencier parfois. Et c'est un des sujets est consacré à la recherche clinique dont on va parler à partir de maintenant. Donc, la recherche biomédicale, la recherche clinique, la recherche préclinique, et plus généralement la collecte et l'analyse de données, par exemple les données de la statistique publique, c'est une étape fondamentale, notamment parce qu'elle est créatrice de savoir, de connaissances, et que c'est ce qui va fonder tout le reste. Et puis par ailleurs, et c'est surtout de ça dont je vais parler, c'est une étape essentielle dans le développement des médicaments et des dispositifs médicaux qui ouvrent évidemment le champ de nouvelles possibilités diagnostiques ou thérapeutiques. Alors rapidement, les grandes étapes du développement des médicaments. Il y a quand même une multitude d'étapes qui sont nécessaires, qui sont résumées là, depuis la recherche fondamentale, des essais sur les cellules, sur les animaux, et puis ensuite des essais sur le volontaire sain, c'est la première phase, des essais sur des malades en petit nombre, et puis plus de malades, et puis finalement on met le médicament sur le marché, et là on a la phase 4 où on va essayer de regarder ce qui se passe en population générale, ce qui se passe avec les personnes qui vont vraiment avoir le produit et qui n'ont pas été sélectionnées sur différents critères, ce qu'on appelle les données de vie réelle. Et pour le médicament, il y a notamment la pharmacovigilance, mais il y a aussi des études qui sont demandées aux industriels spécifiquement après leur mise sur le marché ou après qu'on ait autorisé leur prise en charge par la collectivité pour dire on pense que c'est un produit qui est utile, mais on voudrait quand même le vérifier sur l'ensemble de la population. Alors, qu'en est-il de la proportion de femelles et de mâles, de femmes et d'hommes à ces différentes phases du développement d'un médicament? Eh bien, en recherche préclinique, donc à la phase sur les cellules et les animaux, les études montrent qu'il n'y a pas du tout autant de femelles que de mâles, ni dans les animaux, ni dans les cellules, et que même bien souvent, le sexe ratio n'est pas renseigné dans les publications. C'est dire que ça ne semble pas être un sujet pour les chercheurs, ou en tout cas pas suffisamment. Or, ce sont bien ces études précliniques qui vont servir à choisir les molécules qui vont passer à la phase suivante de l'essai chez l'homme. Et donc, si on n'a pas de cellules femelles ou d'animaux femelles
et que éventuellement le produit n'est efficace que chez les femelles ou à l'inverse beaucoup plus toxique chez les femelles, bah, on ne le saura pas à ce moment-là et donc il y a un biais de sélection des molécules dès cette phase qui n'est probablement pas souhaitable. Et en recherche clinique, donc à partir de la phase 1 et jusqu'à la phase 4, on n'a pas de données françaises, bien que l'Assemblée nationale avait demandé en 2015 qu'une mission soit diligentée sur le sujet. Mais comme les États-Unis représentent une grosse partie des études qui sont utilisées partout dans le monde, il est intéressant de regarder les études qui ont été analysées par la Food and Drug Administration et pour voir, puisque eux l'ont fait, combien il y avait de femmes et combien il y avait d'hommes dans les essais cliniques qui leur étaient fournis pour les médicaments qui leur étaient proposés. Alors, je regarde mes chiffres, on avait 41% de femmes une fois qu'on avait retiré les études qui étaient spécifiques aux femmes ou aux hommes. Donc, pour les études pour des produits dans des indications mixtes, on avait en 2019, pour les études qui avaient été fournies entre 2015 et 2016, ce n'est pas si vieux, 41% de femmes seulement. Avec un petit peu mieux pour les études qui avaient été réalisées aux États-Unis, on avait 45% de femmes dans ces études avec des indications mixtes. Et donc le chiffre de 49% qui est souvent cité parce qu'il est rassurant, en réalité, il inclut les études qui sont propres aux femmes, donc ça fait un petit peu gonfler le chiffre. Et donc, bon, 41%, c'est pas extraordinaire. En France, on avait un petit peu moins, mais mieux qu'en Europe, que sur l'ensemble de l'Europe. Voilà. Et puis, bon, 40%, 49%, c'est une moyenne. Et malheureusement, les écarts sont énormes entre les études ou entre les aires thérapeutiques. Et je dis bien ou les études ou les aires thérapeutiques, parce qu'au sein d'une même aire thérapeutique, on peut avoir des proportions de femmes ou d'hommes extrêmement différentes, sans justification particulière. Et en fonction des aires thérapeutiques, pas forcément non plus de justification particulière. Par exemple, j'ai noté, je crois qu'il y avait 0% de femmes dans les études sur des produits de contraste en radiologie. Qui a dit que les femmes n'avaient pas besoin de radio pour être diagnostiquées, pas besoin d'IRM, etc. Personne. Et à l'inverse, il y avait 76% de femmes en ophtalmo. Je crois que, jusque preuve du contraire, les hommes ont aussi 2 yeux et probablement besoin de ces médicaments. Donc en fait, on a des proportions extrêmement variables et malheureusement pas toujours justifiées, et ce n'est pas documenté dans la publication de pourquoi on en est arrivé à cette proportion. Bon, pour autant, le chiffre de 49% ou de 41% est quand même bien meilleur qu'il y a une vingtaine d'années, parce que la FDA a mis un coup de pouce à ça en ayant des exigences à ce sujet, et ça a plutôt pas mal marché, puisque 20 ans auparavant, on était plutôt sur 65% d'hommes dans les essais cliniques. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un peu la même idée, mais c'est pire pour les dispositifs médicaux, même si leur cycle de développement est un petit peu différent. Et que notamment pour leur mise sur le marché, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études précliniques ou cliniques. Ces études-là sur le vivant ne sont exigées pour le marquage CE que pour les dispositifs les plus invasifs et notamment les dispositifs implantables. En France, on a une exigence supplémentaire pour les produits qui vont être remboursés. On exige des essais cliniques. Des justifications cliniques avant de prendre en charge un dispositif ou un autre. Mais là encore, on a des chiffres de représentation des femmes qui sont assez mauvais, avec les mêmes questionnements, des écarts très importants
dans une étude, 50% de femmes en moyenne, mais entre 18 et 100%, sans qu'on trouve de justification particulière. Alors, il nous a semblé intéressant d'aller essayer de comprendre pourquoi on en était là. Et il semble qu'il y a des causes profondes et anciennes à la sous-représentation des femmes et à la sous-représentation aussi des cellules et des animaux femelles dans la recherche préclinique, qui résulte en partie de l'idée que, pour le préclinique, que toutes les cellules se valent pourvu qu'elles aient la même fonction. On sait quand même depuis un bon moment qu'elles contiennent un génome et qu'elles pourraient avoir aussi quelques différences liées à ce génome et à l'organisme dans lequel elles évoluent. Et puis aussi de la conviction que les femelles seraient plus variables à cause de leur cycle œstral que les animaux mâles ou les cellules mâles. Donc ça, alors ça, c'est, enfin moi je l'ai encore entendu assez récemment. Pourtant, il y a des études qui ont montré que, d'abord, les cellules ont un sexe. Les récepteurs du système immunitaire dans des cellules qui ont la même fonction ne vont pas fonctionner exactement de la même manière chez un animal mâle ou chez un animal femelle. Et ça, c'est quand même une découverte fondamentale qui permet de comprendre la sensibilité aux infections, qui permet de comprendre aussi la réaction aux vaccins. Donc, c'est parce qu'on a cherché sur des cellules mâles et des cellules femelles, des animaux mâles et des animaux femelles, qu'on a fait cette découverte, qui est quand même assez fondamentale. On a trouvé aussi qu'il y avait des prédispositions qui étaient différentes au diabète de type 1 selon qu'on était chez un animal mâle ou chez un animal femelle. Donc, quand on cherche, on trouve des choses. Et pourtant, cette idée reste pas mal ancrée, puisque je n'ai pas de chiffres précis, mais on continue d'utiliser beaucoup plus de cellules mâles et d'animaux mâles dans la recherche préclinique. Et puis concernant les variations, parce que les animaux femelles pollueraient finalement les résultats, parce qu'elles seraient trop variables, là aussi, il y a pas mal d'études qui ont tordu le cou à ça, et pourtant l'idée reste ancrée. Les fluctuations de testostérone chez les animaux mâles sont largement aussi importantes que les variations d'œstrogène chez les animaux femelles, pour des raisons qui sont différentes, mais ça existe aussi, et donc l'argument ne tient pas tout à fait. Alors, concernant la recherche clinique, on peut se rappeler qu'il a longtemps été admis que les femmes n'étaient pas différentes des hommes, sauf pour ce qui concernait leur appareil reproductif. Et c'est un peu ce que dit ce traité des maladies des femmes, où on accorde aux femmes d'être des individus, mais bon, c'est tout juste. Et donc, à part quand il s'agit de leurs organes reproducteurs, l'homme a très longtemps été considéré comme le corps universel, et que tout ce qui était valable chez l'homme était valable chez la femme, et surtout que tout ce qui était différent de l'homme était considéré comme atypique, anormal, voire pathologique. Donc, l'image de la femme dans ce livre, c'est quand même un être humain qui est forcément déjà pathologique à la naissance. Et puis, la femme, elle est vue comme devant nécessairement un jour porter des enfants et les mettre au monde. Et donc ça fonde quand même beaucoup de choses encore aujourd'hui sur le fait qu'on va protéger absolument cette capacité de reproduction de la femme dont c'est le rôle. Alors, je citerai Muriel Salle qui a participé à ce petit livre que je vous conseille. Il est tout petit, très fin et il dit énormément de choses. Elle est historienne
Et elle parle de d'une vision androcentrée de la science et notamment de la médecine, d'une certaine misogynie médicale qui perdure encore aujourd'hui. Et donc, je vous invite vraiment à lire ce petit livre si le sujet vous intéresse. Donc, finalement, en recherche, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'on a considéré, et on considère encore un peu trop, que les données qu'on va obtenir sur une population mâle ou une population dans un essai clinique d'hommes, finalement, les résultats vont être extrapolables à l'ensemble de la population. Alors, c'est moins le cas, évidemment, mais enfin, c'est quand même une partie des choses qui expliquent ce 49% de femmes qui masquent des réalités qu'on préférerait autres. Alors, pourquoi ça perdure ? Donc, il y a la méconnaissance des différences en santé entre les femmes et les hommes. Ça, c'est toujours quelque chose qui n'est pas acquis, même si dans certaines disciplines, par exemple en cardiologie, de mieux en mieux, on sait que les symptômes des femmes vont être différents de ceux des hommes. On a encore, dans beaucoup trop de parties de la médecine ou de la science, pas suffisamment regardé parce qu'on n'a pas suffisamment admis qu'il pouvait y avoir des différences. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette histoire de préserver absolument et un peu envers et contre tout, et même envers les femmes, leur capacité à faire des enfants. Il y a aussi le sujet qui n'est pas négligeable, évidemment, que les femmes peuvent être enceintes pendant l'essai clinique. Et ça soulève à la fois des questions, je dirais, éthiques, de choix personnel. Est-ce que finalement une femme ne peut pas choisir de prendre ce risque et de prendre une contraception ? Mais derrière, il y a quand même des questions assurantielles qui sont très importantes et qui aujourd'hui restent partiellement difficiles à surmonter. Et puis, il y a aussi des raisons qui sont systémiques, je dirais, dans le milieu académique. Il y a moins de femmes encore aujourd'hui dans la recherche, ou en tout cas dans certains domaines de la recherche. Elles sont moins présentes dans les instances académiques, elles ont peut-être plus de difficultés que les hommes dans la carrière universitaire. Alors certains pensent que si on mettait plus de femmes, si on mettait peut-être des quotas, ça pourrait être une solution et que les femmes, elles, ouvriraient des orientations de recherche de comparaison des femmes et des hommes, de comparaison des résultats chez les femmes et les hommes, que peut-être elles y veilleraient mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas complètement sûr parce que, par exemple, en 2015, on a voulu imposer un quota de 40% de femmes dans les comités de sélection à l'université. Alors, ce n'est pas tout à fait la recherche, mais on est quand même dans le milieu académique. Et bien, paradoxalement, quand on a fait une analyse d'impact de cette réforme, on a pu constater qu'il y avait eu une diminution des chances de recrutement des femmes. Donc, ça ne marche pas toujours. Et puis, comme souvent, quand il y a des raisons multifactorielles, ce n'est pas d'un coup de mettre... De changer une chose qui va permettre de résoudre le problème. Donc, sans doute faut-il chercher de façon un peu plus multidirectionnelle. Néanmoins, on a trouvé une étude qui était quand même très intéressante et qui est un peu alarmante sur le taux, sur les habitudes de citation dans les publications. Et c'est assez rigolo de voir que... donc c'est une étude qui a été faite entre 2002 et 2017, donc une énorme période. Ils ont regardé toutes les études qui avaient été indexées dans PubMed. PubMed, c'est la base de données dans laquelle on retrouve l'essentiel des données en biologie et en médecine, donc toutes les publications. Ils ont analysé plus de 100 000 articles. Et ils ont regardé la façon dont les résultats étaient restitués quand le premier auteur et le dernier auteur, donc les auteurs principaux dans une publication, étaient un homme ou une femme.
Eh bien, il s'avère que quand c'est un homme, les résultats dans le titre et dans le résumé sont présentés de façon beaucoup plus positive. Et ça donne envie, manifestement, puisque du coup, ces publications sont beaucoup plus recitées dans des articles par d'autres auteurs. Et quand on sait que c'est quand même l'impact factor, donc le nombre de fois où on est cité, qui va faire la carrière universitaire, ben on se dit que les femmes peut-être devraient présenter leurs résultats de façon plus positive ou que... enfin bon, moi ça me pose un petit peu des questions. Donc voilà, il nous a semblé dans ce rapport Sexe, Genre et Santé qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui convergeaient vers l'absence partielle de femmes et qu'on n'était pas prêt de résoudre ça si on n'y mettait pas un peu de volonté assez ferme. Alors, on a regardé ce sexe ratio, on a regardé les causes plus ou moins profondes, plus ou moins systémiques, mais finalement, on ne s'est pas demandé pourquoi se poser cette question. Est-ce que c'est si important? Alors, d'abord parce que les produits sont quand même destinés à la fois aux femmes et aux hommes, et en général moitié-moitié, voire plus, hein, parce qu'aux grands âges de la vie, au-delà de 65 ans, il y a plus de femmes. On a une espérance de vie à la naissance qui est plus importante, plus grande que celle des hommes, et c'est justement l'âge où on prend le maximum de traitements. Donc c'est quand même un petit peu paradoxal que les femmes ne soient pas plus représentées. Et puis, j'aime beaucoup cette phrase de la professeure Cara Tenenbaum de l'Institut de la santé des femmes et des hommes au Canada, qui dit « Les femmes ne sont pas des petits hommes ». Et ça résume assez bien les choses. Les femmes ont généralement, évidemment, c'est des données moyenne, plus de tissu adipeux que les hommes, et ça peut ralentir l'absorption d'un médicament quand il est liposoluble. Les hormones peuvent influer sur la façon dont le foie va métaboliser les médicaments. Les reins des femmes sont plus petits, donc le médicament peut s'accumuler. Le rythme cardiaque des femmes est aussi légèrement différent de celui des hommes. Et puis, mais il y aurait des tas d'exemples, si on allait plus finement, les femmes ont tendance à être plus petites et plus légères que les hommes, et donc elles peuvent présenter des risques particuliers liés à ça, par exemple aussi sur les dispositifs médicaux. Le corps des femmes étant différent de celui des hommes, si on développe des cœurs artificiels sur un modèle uniquement masculin, ils vont être trop gros pour une cage thoracique, pour une petite cage thoracique. Et les femmes, ce n'est pas non plus des enfants. Leurs fonctions rénales et hépatiques sont matures. Donc, on ne peut pas toujours considérer qu'on va faire la dose de 15 ans. Hein. Ça ne marche pas à tous les coups. Les respirateurs, il y a eu des études qui ont montré que les respirateurs, notamment à la période du Covid, avaient été développés sur des visages essentiellement d'hommes, et donc en moyenne plus larges, avec des traits différents, et finalement ils s'adaptaient mal au visage des femmes et aussi mal au visage d'une population asiatique réputée en moyenne plus fine. Donc voilà, on a pour les dispositifs médicaux comme pour les médicaments quelques besoins qu'il y ait des femmes dans les études, des femelles dans les études précliniques, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sinon, on prend des risques, en fait. On prend des risques à ne pas se préoccuper du sexe dans ces études. On prend un risque d'abandonner, par exemple, un produit, alors qu'il aurait été efficace pour un des deux sexes qui était moins présent dans l'étude, ou bien parce qu'on n'a pas analysé les résultats de façon différenciée entre les deux sous-populations. Et donc, on en conclut en regardant la moyenne des résultats que le produit n'est pas efficace.
ou bien on risque de mettre sur le marché des produits qui sont efficaces seulement pour les uns ou seulement pour les unes, ou efficaces mais en fait à des doses différentes. Et ça, c'est pas non plus suffisant. On peut aussi avoir des produits dont le rapport bénéfice-risque est différent, et si on n'analyse pas les résultats de façon comparée, ben on ne le saura pas. On peut aussi ne rembourser le produit, donc ne le voir vraiment disponible que pour la population chez laquelle il a démontré une efficacité. Je cite par exemple le cas de la Belgique, qui jusqu'en 2019, considérant que les données ne démontraient pas d'efficacité des médicaments dans le cancer du sein chez l'homme, parce qu'ils avaient tous été testés chez la femme, ne remboursait pas ces produits en cas de cancer du sein chez les hommes. Et pourtant, ça existe. Mais là, pour le coup, c'était dans le sens inverse de celui qu'on entend habituellement. Il n'y avait pas d'hommes dans les essais. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, en 2019, il y a eu une action pour discrimination. Mais donc, les plaignants ont gagné. Mais ça ne résout pas le problème de savoir si ces médicaments sont effectivement efficaces. Et on aurait bien aimé le savoir a priori plutôt que de le voir a posteriori, où finalement la personne, au motif de ne pas vouloir être discriminée, prenait un risque pour elle-même qui était sans doute supérieur à celui qu'on aurait voulu qu'elle prenne. Et puis la dernière chose, c'est qu'à ne pas se préoccuper du sexe dans les études, à ne pas trop bien savoir si le médicament est aussi efficace chez les uns, chez les unes, eh bien on a souvent des retraits du marché à cause des effets indésirables dans la population qui étaient insuffisamment représentés ou parce qu'on n'a pas comparé les effets indésirables dans les sous-populations. Et malheureusement, comme c'est souvent moins de femmes, on a ce chiffre d'à peu près 80%, il y a une vingtaine d'années, hein, mais il y a une vingtaine d'années, on avait 80% des médicaments retirés du marché qui l'étaient pour des raisons d'effets indésirables chez les femmes. Donc, voilà. Je crois que le constat est sans appel. Pas de femmes dans les essais cliniques. Du coup, on ne s'aperçoit des bénéfices et surtout des risques qu'après leur administration en population générale. Alors, ça serait intéressant de savoir si ça a changé aujourd'hui, mais nous n'avions pas retrouvé en 2020 d'études qui permettent de mettre à jour ces résultats. En 2001, il y avait 8 médicaments en cardiologie qui avaient été retirés du marché par la FDA parce qu'ils comportaient des risques d'arythmie pour les femmes qui tous avaient été sous-estimés dans les essais cliniques. Alors, j'ai beaucoup parlé de proportion de femmes et de sexe ratio, mais le sexe ratio n'est pas tout. Au-delà de la question de la variabilité thématique des proportions de femmes dans les différentes études dont on a parlé tout à l'heure, encore faut-il que l'analyse statistique qui va être faite sur les deux groupes lorsqu'il y a à la fois des femmes et des hommes soit convenablement menée et permette de détecter des différences statistiques. Et donc, on en arrive à cette grande difficulté que si on doit inclure 1000 patients pour pouvoir détecter l'efficacité d'un traitement ou pour pouvoir détecter un effet indésirable, eh bien, si on veut pouvoir le détecter d'une part chez les hommes et d'autre part chez les femmes, il va quasiment falloir doubler l'effectif de l'étude. Alors déjà que ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup d'argent. Et donc là, on se heurte à une difficulté majeure. Et donc, si on garde les 1000 patients qu'on avait au départ et qu'on en met moitié d'hommes et de femmes, eh ben, l'analyse statistique, elle permettra de rien faire du tout, en fait. Donc, ça ne sera pas suffisant et on ne pourra rien en faire. Donc, il ne faut pas juste demander à ce qu'il y ait plus de femmes dans les essais cliniques. Encore faut-il que derrière, la méthodologie de l'essai
soit construite pour que ces différences puissent être analysées. Et il y a d'autres moyens que de doubler l'effectif, des techniques statistiques un petit peu compliquées, mais par exemple l'université de Stanford met à la disposition des chercheurs des tas d'outils pour pallier à cette difficulté. Je reparlerai tout à l'heure de l'idée que le sexe est une donnée déclarative. Et puis l'autre difficulté, c'est que les effets indésirables, c'est souvent des choses qui se détectent à beaucoup plus long terme et qui, heureusement, sont souvent en proportion moindre que les effets positifs d'un produit. Et ça, ce n'est pas parce qu'on va doubler les proportions, qu'on va mettre plus de femmes et plus d'hommes. Il va falloir en passer par des études dites en vie réelle, par des études de pharmacovigilance, pour pouvoir détecter les éventuels risques d'un produit la plupart du temps. Mais cet outil des études en vie réelle, il est vraiment complémentaire et il devrait être indissociable des essais cliniques. Et lui, par contre, on ne peut pas trop lui pardonner de ne pas inclure la vraie population, être représentatif de toute la population qui reçoit le traitement, qui est des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des personnes intersexes ou des personnes trans si elles reçoivent ce type de traitement, dans une population dans toute sa diversité. Et on ne peut pas trop pardonner à ces études de ne pas faire les comparaisons qui s'imposent pour voir si, même si on a pu le faire dans les essais cliniques, on a bien l'efficacité et la sécurité pour et les hommes et les femmes notamment. La dernière chose, c'est que dans certains cas, le fait qu'il y ait seulement un tiers de femmes dans les études n'est pas forcément non plus gênant. C'est le cas, par exemple, de certains médicaments dans le VIH-Sida. Finalement, le critère d'évaluation de l'efficacité est tellement précis, tellement, je ne sais pas comment on pourrait dire, stringent, je sais pas, que la sensibilité finalement de l'étude va permettre de dire que le résultat obtenu sur les femmes est comparable à celui obtenu sur les hommes de façon suffisamment fiable et d'être rassuré sur ce point, même si on n'avait pas les 50% de femmes. Voilà pour... donc, je le redis, 50% de femmes, c'est pas un objectif en soi et ça ne peut pas tout résoudre. Donc, ce qu'on a dit dans ce rapport à ce propos, c'est que nous, on pense qu'il faut explicitement considérer le sexe dans la recherche et dans les essais cliniques en particulier, et ce, à toutes les étapes, et notamment dès la recherche documentaire. C'est-à-dire que si dans la recherche documentaire, on ne se pose pas la question de savoir si les connaissances permettent de supposer qu'il va y avoir des différences, si déjà là, on ne le fait pas, on n'avancera pas. Alors que si à ce moment du protocole de recherche, du projet de recherche, on regarde déjà les données avec ce prisme, avec cette intention, et qu'on peut en conclure que légitimement on peut penser qu'il y aura une différence ou que légitimement on peut penser qu'il n'y en aura pas, alors ça doit orienter la façon dont on conduira la recherche ensuite. Mais ça déjà, ça n'est pas fait. Ensuite, on peut essayer d'améliorer les choses, de demander plus de vigilance au comité de protection des personnes, etc. Mais vous regarderez dans le rapport si ça vous intéresse. Ça aussi, je vais passer. Il y a plein de voies d'amélioration. J'ai parlé des outils pour aider les scientifiques de l'université de Stanford. Je pense qu'une des choses aussi, c'est d'insister sur le fait qu'inclure des femmes dans les essais cliniques, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi un formidable champ de recherche. Si c'est vécu uniquement comme un problème, on n'y arrivera jamais. Alors que les chercheurs qui s'intéressent à ces sujets font des découvertes qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est porteur, on peut le dire aussi.
on peut aussi essayer de renforcer les exigences sur les éditeurs de revues scientifiques. C'est plus admissible aujourd'hui qu'il y ait des papiers qui paraissent sans qu'on connaisse le sexe ratio d'une étude, quand même. On peut au moins demander ça, même s'il n'y a pas 50% de femmes, au moins qu'on sache s'il y en avait. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être faites sans forcément beaucoup de frais. Et puis le dernier sujet que je vais aborder forcément un peu brièvement, c'est de savoir si la question n'est que sur le sexe ou aussi un peu sur le genre. D'abord, il faut prendre conscience que dans un essai clinique, le sexe, c'est une donnée déclarative, bien souvent comme l'âge, souvent aussi comme le poids ou la taille. Donc déjà, on devrait, en toute rigueur, dire que c'est un sexe déclaré. Qu'est-ce qui nous dit qu'une personne va avoir choisi entre son sexe à l'état civil ou son sexe biologique, si cette personne est une personne trans? On ne sait pas. Donc, il faut quand même prendre conscience de ça, le sexe dans les essais cliniques. Il y a un petit pourcentage d'erreurs, probablement négligeable dans la plupart des cas, mais il existe et c'est quand même intéressant d'en prendre conscience. Il y a des recommandations sur la bonne conduite de la recherche en incluant des femmes et des hommes qui prônent l'idée de préciser comment le sexe a été déterminé. Est-ce que c'est une valeur déclarative ou est-ce qu'au contraire, il y a eu, je ne sais pas, dans certains essais, on peut faire un génotype. Bon, voilà, ça peut, dans certains cas, être justifié et dans certains cas, c'est fait. Il ne s'agit pas de dire qu'on va le faire systématiquement. C'est simplement prendre conscience que le sexe, dans un essai clinique, c'est une valeur déclarative qui peut s'apparenter au genre. Ensuite, le genre est extrêmement important par rapport à la population cible du médicament. Si je prends par exemple les médicaments coupe-faim, et on a eu un bel exemple avec le Mediator, les femmes sont plus consommatrices de ce type de produits, on leur prescrit plus volontiers, et ça, c'est plutôt en raison de stéréotypes de genre et de normes sociales, et de conformation à l'image qu'on se fait du corps d'une femme, et elle-même s'y conforme, et le cercle est un peu vicieux. On va prescrire à une femme qui demande, et donc dans la population cible et dans les problèmes cardiovasculaires qu'on a pu voir sur ce médicament, ben, il y avait plus de femmes, mais parce qu'aussi elles avaient reçu plus de médicaments, et aussi parce que biologiquement, elles ont un cœur qui fonctionne un petit peu différemment. Et donc les deux choses se mêlent dans les effets malheureusement indésirables, dramatiques, qui ont été constatés sur ce produit. C'est un petit peu la même chose à l'inverse, pour les médicaments antidépresseurs ou les médicaments de l'ostéoporose. On va avoir une sous-représentation des hommes auxquels on ne prescrit peut-être pas suffisamment ces médicaments, parce qu'on considère que ce sont des maladies de femmes, parce qu'aussi biologiquement, ils ont des facteurs de risque qui sont un peu différents, des expressions de la maladie qui vont être un peu différentes, à des âges différents. Et là aussi, il y a un peu une affaire de genre de la part du professionnel de santé et de la part du patient lui-même, puisque l'un et l'autre vont être chacun dans ses normes sociales, dans ses normes de genre, et du coup interpréter la réalité de ce qui est dit par l'autre ou de simplement les données en fonction de ces normes. Et puis le genre, il est aussi en cause dans la perception qu'on a de son traitement ou la perception qu'on a de son efficacité et surtout de ses effets indésirables. Par exemple, les médicaments du VIH, en tout cas les premiers d'entre eux, avaient comme effet secondaire de modifier la répartition de la masse graisseuse. Donc il y avait des lipodystrophies qui existaient chez les hommes et chez les femmes, sauf qu'elles sont beaucoup moins bien vécues chez les femmes que chez les hommes, parce que finalement cette graisse, elle allait se loger là où elle se loge habituellement chez les messieurs.
et pas là où elles se logent habituellement chez les femmes. Donc ça déformait leur corps de façon beaucoup plus difficile à assumer que chez les hommes. Et là, on est bien dans quelque chose qui est une affaire de genre. Il y a un papier qui va bientôt paraître dans une revue qui s'appelle Sciences sociales et santé, que j'ai eu l'occasion de lire, et qui parle de l'influence de la façon dont les hommes vivent leur masculinité et la façon dont ça va influencer leur vécu de la maladie insuffisance cardiaque, qui est une maladie au long cours, et la façon dont ils vont plus ou moins bien observer le traitement, plus ou moins bien faire leur suivi, plus ou moins bien respecter les normes hygiéno-diététiques, selon la façon dont ils vivent leur masculinité. Et là, dans les deux cas, il me semble que ça ouvre des voies d'amélioration de prise en charge et de traitement et de diagnostic et de suivi des personnes qui sont extrêmement intéressantes. Donc, il serait sans doute souhaitable qu'il y ait plus d'études et sur le sexe et sur le genre, pas forcément en même temps, mais les deux types de recherche peuvent apporter beaucoup à la médecine et au développement des produits. Et c'est ce que nous, on a retenu comme étant l'approche biosociale, qui dit que le tout biologique ou le tout social, et notamment quand on parle du sexe et du genre, ça marche assez bien. En santé, ça n'est pas souhaitable, en fait. Tout ne peut pas s'expliquer par le biologique et tout ne peut pas non plus s'expliquer par le social. Donc, en santé, c'est sexe et genre. Et puis, je terminerai par cette diapositive que j'ai à nouveau prise à Karatanenbaum, qui vous met au défi de demander la prochaine fois que vous prendrez un médicament, est-ce que les chercheurs ont bien regardé quelle sera la population qui va l'avoir en vie réelle? Est-ce qu'ils ont tenu compte de la biologie féminine? Est-ce que les données ont été rapportées selon le sexe ou selon le genre? Est-ce que les organismes de réglementation, comme la HAS, ont tenu compte de ces analyses quand ils ont approuvé le médicament? Et c'est là où la HAS a un peu de marge pour peut-être davantage inciter les industriels à s'intéresser à ces questions. Et donc finalement, en fonction des réponses, est-ce que ce médicament est sûr pour vous? Je m'en arrêterai là, juste pour dire que le sujet du sexe et du genre, c'est une façon aussi de plus largement poser les questions de la représentativité dans la recherche biomédicale de la population qui va vraiment avoir le traitement. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées dans ces essais pour plein de bonnes raisons, mais c'est quand même les personnes à un âge plus avancé de la vie qui ont souvent besoin du médicament ou du dispositif médical. Les enfants n'y sont pas non plus, les femmes enceintes n'y sont pas non plus. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais c'est une vaste question et ce rapport ouvre un petit peu sur ce sujet. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci Anne-Sophie Grenouillot pour tout ce panorama, voilà, sur le rapport. Maintenant, on va laisser la parole à la salle s'il y a des questions, des réflexions. Bref, les échanges, n'hésitez pas. Levez la main, je viens à vous s'il y a des questions. Merci beaucoup pour ces indications qui ouvrent des portes importantes dans la compréhension des effets des médicaments. Je dois dire que, par exemple, on a en cardiovasculaire beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires chez la femme avant 65 ans. Et une des explications qui est fournie souvent, c'est justement la protection hormonale par œstrogène. On en est même à se poser la question si jamais il ne faudrait pas l'introduire chez les hommes, ce qui poserait effectivement quelques problèmes, à moins qu'on puisse distinguer l'effet cardiovasculaire de l'effet hormonal, ce qui est possible, parce qu'en pharmacologie, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas non plus étudier, quand on étudie un médicament cardiovasculaire, que ce soit pour la tension ou pour le cholestérol, disposer aussi de l'âge chez la femme, par exemple, ou même chez l'homme?
C'est sûr que dans ce cas particulier et dans d'autres, c'est un vrai sujet, puisque finalement, bien souvent dans la population de l'essai, l'âge va être le même pour les hommes et pour les femmes, alors que l'âge de survenue, parce que justement ces hormones vont être protectrices jusqu'à un certain âge chez la femme, l'âge de survenue de la maladie ne va pas être le même. Et donc, évidemment, il faut tenir compte de l'âge, mais paradoxalement, on fait des essais sur une tranche d'âge. Et dans ce cas précis, on devrait inclure des femmes plus âgées et des hommes un peu plus jeunes. Et pour l'ostéoporose, ce serait probablement le même genre de choses qu'il faudrait faire. Voilà, j'ai une question ici, tout en haut. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question que j'ai. C'est juste que je m'attendais à ce que vous parliez aussi un petit peu de la question de la contraception. Parce que la contraception masculine, aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Je sais qu'il y a quelques dispositifs qui sont mis en place, notamment l'anneau contraceptif, mais qui ont été retirés, enfin qui ont été interdits à la vente parce qu'il n'y a pas d'essai clinique. Et il y a aussi, je sais qu'il y a des essais, il y a eu un essai préclinique sur une pilule, mais qui a eu une pilule masculine, mais il y a eu trop d'effets secondaires qui en fait étaient globalement les mêmes effets secondaires que ceux chez la femme, et donc l'essai n'a pas continué, n'a pas abouti. Et donc voilà, je ne sais pas trop si c'est une question que j'ai, mais voilà, j'aimerais bien juste avoir votre avis là-dessus. À votre avis, pourquoi ça bloque à ce niveau-là, au niveau des contraceptions masculines, parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui les contraceptions féminines, il y a énormément d'effets secondaires. Je pense que toutes les femmes ici peuvent en témoigner. Et il y a aussi la question de la charge mentale de la contraception. Il serait temps que les hommes prennent en charge cette question, mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la médecine là que ça bloque. Et donc voilà, est-ce que vous auriez peut-être des pistes de pourquoi, à votre avis, ça bloque à ce niveau-là? Voilà. Alors, c'est difficile pour moi de répondre parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, sans doute parce que nous-mêmes, on a été un peu victimes de stéréotypes de genre et qu'on a un peu considéré que la contraception, c'était une affaire de femmes. Mais en même temps, on a bien noté que dans d'autres pays, la consultation sur la contraception, elle est faite plutôt en couple, et qu'en tout cas, il y a notamment en Grande-Bretagne, on insiste sur le fait que ça ne doit pas être forcément à la charge de la femme uniquement. Je ne sais pas ce qui bloque. Moi, j'aurais tendance spontanément à dire que les stéréotypes et les idées reçues dont j'ai parlé, qui sont quand même profondément ancrées, sont encore à l'œuvre sur ce sujet-là. Je pense aussi que le sujet, l'acceptation par des hommes peut-être plus jeunes, elle est récente, et que les industriels n'ont peut-être pas complètement pris conscience de ça et complètement développé les essais qui sont nécessaires. Je ne sais pas si mes collègues ont reçu des dossiers qu'ils auraient refusés au motif qu'ils seraient insuffisamment documentés. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois plutôt qu'il n'y a pas encore eu les demandes de la part des industriels. Vous savez, on ne suscite pas la demande, sauf cas extrêmement particuliers. C'est un petit peu des éléments de réponse que je peux donner, mais encore une fois, on ne s'est pas penché sur chaque catégorie de produits pour pouvoir vous répondre. D'autres interventions? Vous avez évoqué qu'un médicament pouvait être déremboursé ou retiré du marché s'il présentait trop d'effets secondaires sur un des deux sexes. C'est la première fois que j'entends ça, j'en étais pas conscient, mais est-ce que c'est raisonnable de dire que l'autre moitié, donc l'autre sexe, du coup, n'a plus le produit pour se traiter, se soigner? C'est le même sujet. Moi, je préférerais qu'on se le pose en amont sur l'efficacité. J'aimerais bien qu'on se le pose aussi en amont sur l'efficacité, mais c'est exactement le même sujet. Et en France, par exemple, au sujet des médicaments dans le cancer du sein qui, en Belgique, ont été retenus que pour les femmes, en France, en vertu du principe égalitaire qui nous anime et d'universalité
qui est le nôtre, on s'interdit de faire des différences. Mais c'est peut-être pas une bonne chose. On n'aurait pas tellement idée, si la maladie existe et chez les hommes et chez les femmes, de dire que le médicament, son indication est réservée aux hommes parce que les études sont plus probantes chez les hommes, et inversement, on ne va pas retirer un médicament uniquement chez les femmes, alors que peut-être ce serait pour les hommes il était utile. Je suis d'accord avec vous. Une autre intervention? Oui. Un autre sujet, c'est la femme enceinte, qui est quand même quelque chose qui est l'avenir de l'humanité. Les études médicamenteuses chez elles sont particulièrement difficiles à faire, mais est-ce qu'elles tiennent compte aussi de ce que vous venez de nous présenter? C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment d'investissement dans ce domaine pour pouvoir les protéger effectivement? Alors, la protection des femmes enceintes dans les essais cliniques, elle date notamment d'après l'affaire de la thalidomide. Pour les plus jeunes d'entre vous, la thalidomide, c'était un médicament antinauséeux qu'on prescrivait volontiers aux femmes enceintes dans les premiers mois de grossesse, dans les années 50 et au début des années 60, et sans avoir du tout évalué le risque tératogène de ce produit. Et donc, il y a eu des tas d'enfants nés avec des malformations très importantes. On a même parlé de bébés thalidomide, tellement malheureusement ils étaient nombreux. Donc on a voulu protéger l'enfant à naître et ça a contribué à ce que les femmes, parce qu'elles ont un risque ou une chance de grossesse pendant l'essai clinique, ne soient pas incluses. C'est tout à fait louable. En même temps, les femmes, encore une fois, ne sont pas des enfants et sont probablement capables de prendre une contraception de façon rigoureuse pour ne pas tomber enceinte pendant l'essai. Et puis d'autre part, bien des médicaments sont néanmoins prescrits aux femmes enceintes parce que quand elles sont malades, il faut quand même bien les soigner. Et que finalement, les données dont on se sert pour savoir si on peut tolérer de prescrire ces médicaments aux femmes enceintes, qui ne sont évidemment pas dans les essais, ce sont, par exemple, dans le cas du VIH-Sida, les données qu'on a chez les femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles prenaient le médicament et que ce n'était pas prévu, ou dans des pays où il y a beaucoup plus de femmes malades. Du coup, on a quand même des données parce que comme elles sont plus nombreuses, on n'a pas recherché ces données, mais on les a quand même. Ce n'est pas complètement éthique de ne pas collecter la donnée de manière sûre et puis de l'utiliser quand même. Bien, donc on va remercier notre intervenante, Anne-Sophie Grenouillot. Et merci encore. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois-ci nous interroger si le cerveau a un sexe avec Marie-Josée Freune-Mercier qui viendra nous parler de tout ça. Ceux ou celles d'entre vous qui ont des questionnaires, merci de les redéposer tout en haut à gauche en sortant. On les ramasse tout de suite dès ce soir. Voilà, merci de votre attention, à bientôt.